Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Lionel French-Kio. Bonjour, vous êtes le président de Hyundai Motor France. On va parler électrification, on va parler leasing social, prix automobile, compétition mondiale. On a beaucoup de sujets, mais avant, pour bien qu'on vous situe, ce groupe coréen, 3e constructeur mondial. En France, c'est un petit peu plus confidentiel. Vous êtes dans le top 10 des marques avec autour de 2,5 parts de marché pour vos véhicules, notamment le SUV Kona, qu'on connaît peut-être le plus pour ceux qui vont chez les loueurs de voitures. Hier, il y a eu tout un symbole. Les Chinois ont dépassé le Japon comme premier exportateur mondial en 2023. Est-ce que ça vous a interpellé ? Bonjour, oui, on est dans un marché automobile qui bouge et qui bouge très vite. Et donc ça nécessite pour nous en tant qu'industriels d'avoir une agilité extrêmement forte. Alors c'est vrai que c'est parfois antinomique d'être industriel et agile, mais c'est vrai qu'on voit bien au travers de la concurrence qui se densifie, au travers de la consommation qui évolue, au travers des réglementations qui évoluent également, que notre action au niveau global et au niveau local, c'est réellement de s'adapter à un marché qui évolue très vite. Encore une fois, on parle des Chinois, comme on parle de Tesla, etc. Donc c'est des concurrents qui n'étaient encore pas là il y a quelques années. On parle évidemment de nouvelles technologies qui n'étaient pas disponibles aussi il y a quelques années. Donc ça nous impose, nous, en tant qu'industriels et en tant que vendeurs de voitures, de s'adapter à un marché qui évolue très vite, que ça soit, encore une fois, sur la techno, sur la consommation, sur la réglementation. Alors justement, votre groupe, Hyundai Kia, était très précurseur en matière d'électrification de son parc automobile. J'ai vu vos chiffres, c'est plus de 60% des voitures que vous vendez qui sont soit électriques, soit hybrides. Vous êtes en avance sur le marché et pourtant, on a l'impression que vous risquez de vous faire doubler par les Américains, par Tesla, par les Chinois. D'ailleurs, le groupe a annoncé que 2024 serait une année compliquée pour vous. Pour quelles raisons ? Encore une fois, il faut bien appréhender qu'on est dans une phase de transition. En fait, on parle beaucoup de transition écologique, technologique, environnementale. Et donc, il faut qu'on gère cette transition, c'est-à-dire qu'on soit capable finalement de toujours s'adresser à des gens qui ne sont pas complètement prêts à aller vers le 100% électrique tout de suite, et en même temps de suivre les réglementations, en même temps d'être capable aussi de fournir des technologies qui sont aujourd'hui en ligne avec ce que les consommateurs veulent, le 100% électrique. Mais on est dans un environnement qui est en fait assez compliqué. C'est-à-dire que quand on parle de marché électrique, si je parle de l'Europe par exemple, en fait on parle, si j'exclus l'Angleterre de l'Europe, on parle que de 4 marchés. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège. Donc c'est vrai qu'on est très focalisé sur l'électrique et sur le succès de Tesla ou sur le succès Parce que l'Espagne et l'Italie ne sont pas dans cette compétition. Très peu. Je veux dire, on est sur des niveaux d'électrification de 100% Pourtant, électrique. ils ont les mêmes règles européennes à partir de 2035 avec... Tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, les choix politiques qui sont faits au niveau local, que ce soit dans le sud de l'Europe ou que ce soit dans l'Europe centrale, poussent beaucoup moins. Les mêmes que ceux qu'on fait en France, par exemple, en Allemagne. Mais même si je parle du marché allemand, fin d'année dernière, subitement, du jour au lendemain, l'Allemagne a décidé d'arrêter les supports sur les voitures électriques pour des raisons budgétaires. Et cette année, l'année dernière, le marché allemand, c'était un peu plus de 500 000 voitures électriques et il prévoit au moins une baisse de 100 000 voitures. Donc ça influence globalement le marché électrique en Europe. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à la vision qu'on a du succès ou de l'insuccès des uns et des autres, simplement parce que si je parle d'électrification, et quand on parle des Chinois et de Tesla, on parle vraiment de voitures 100% électriques, ça concerne qu'un certain nombre de marchés, et vous ne verrez pas de voitures électriques en Europe centrale, par exemple, simplement pour des questions de pouvoir d'achat ou d'incitation gouvernementale. Mais alors, pour chez nous, pour ces 4 marchés sur l'électrique, le sujet, c'est quand même le prix. Et là, est-ce que vous allez pouvoir, on voit que Tesla a déjà baissé ses prix sur certains modèles, l'arrivée des Chinois, est-ce que vous allez arriver à être dans ce moment de marché où il faut être très accessible ? C'est vrai que le premier qui a disrupté, on va dire, le marché, en tout cas qui a eu un management de ces prix très variable, 24 mois, en montant, en descendant les prix de ces véhicules en fonction de sa capacité de production, en fonction de la demande. Donc c'était très nouveau par rapport à une industrie qui avait l'habitude d'avoir finalement une tarification relativement stable sur un temps long. Arrive une nouvelle concurrence qui est celle des Chinois, mais finalement, c'est la continuation d'un mouvement de marché qui existait déjà. C'est-à-dire que si je parle d'une marque qu'on est bien en France qui s'appelle Dacia, la marque Dacia, c'est déjà depuis 2 ans la première marque vendue sur les particuliers. Donc ça veut dire que cette logique-là
part du marché qui est réellement orienté, je vais dire, rapport qualité-prix, pour pas dire low cost, parce que c'est un mot que j'aime pas vraiment beaucoup. Et eux, ils aiment plus. Voilà, donc, non, mais puis ils ont raison. Enfin, je veux dire, donc, c'est une part importante du marché, et c'est vrai que les Chinois finalement s'inscrivent dans cette logique-là. Ça veut dire qu'on a une part du marché d'entrée, on va dire, qui est de plus en plus importante, et ça veut dire que la part du marché restante est de plus en plus faible. Mais alors, Et comment pour vous allez revenir à la faire question, effectivement, sur le prix, c'est vrai que ce qui s'est passé sur Tesla, sur l'arrivée des Chinois, et puis on m'a aussi parlé pas mal dans la presse la réaction de constructeurs généralistes européens comme Renault, Volkswagen qui ont aussi drastiquement baissé leurs tarifs. Ça nous impose, nous, d'être compétitifs dans le marché. Et donc, on a réagi, j'irai assez rapidement. Vous avez baissé les prix ? On a simplement augmenté les soutiens commerciaux pour arriver à avoir un niveau de compétitivité qui soit équivalent à, encore une fois, une Renault ou une Volkswagen. Si je Augmenter compare, les soutiens commerciaux, c'est faire des remises supplémentaires. Alors justement, vous avez réussi à vous hisser dans les listes des véhicules éligibles au leasing électrique avec votre Kona électrique. On n'en a pas parlé, mais vous êtes dans le décret. Vous en avez vendu combien ? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour... Et d'abord, vous la fabriquez où ? En Europe, j'imagine ? Alors, la batterie et le véhicule sont fabriqués en Europe. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a en République tchèque. Ouais, ok. C'est la raison pour laquelle on a accès au bonus dans la version de fin d'année dernière définie par le gouvernement français. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous parce que ça amène un avantage concurrentiel que les Chinois, par exemple, n'ont pas. Donc c'est un élément important. Ça nous a donné aussi accès au leasing social, même si effectivement ça a pris un peu de temps pour s'installer parce que d'un point de vue administratif, c'est pas si simple à gérer. Ah bon, il y a tant de normes que ça en France, vous êtes sûr ? C'est très bureaucratique. C'était un problème administratif. Vous ne vouliez pas y aller. Vous vouliez l'aider depuis le début et puis... Voilà. C'est pas juste Stellantis et Renault qui ont testé le marché, ça marche et après vous y allez. Voilà, la règle c'était qu'il fallait que notre captif financière signe un contrat avec l'État, donc ça a pris un peu de temps. Il fallait que notre réseau signe lui ou mette à jour un contrat qu'ils avaient déjà signé avec l'État pour le remboursement des bonus électriques. C'est toujours en cours, ce qui fait qu'effectivement on n'a quasiment livré aucune voiture dans le cadre du leasing social sur le mois de janvier, ce qui explique aussi un peu la baisse de nos immatriculations. Mais on a pris alors j'ai pas les chiffres ailleurs, mais on va prendre à peu près 1 millier de commandes, on va dire, dans le cadre du leasing social, ce qui est colossal. En tout cas, au regard de notre rythme naturel de vente sur ce produit-là. Donc, du point de vue de l'État, c'est plutôt un succès. D'un point de vue budgétaire, je vais les laisser prendre position sur le sujet. Visiblement, je pense qu'ils sont un peu dépassés par le succès de cette offre. Mais maintenant, ça génère une forme de zone d'ombre, on va dire, ou grise, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On n'a toujours pas la vision sur le bonus électrique sur le reste des véhicules. Alors, pour l'instant, d'ailleurs, vous allez lancer un véhicule fin 2024, un nouveau SUV, c'est ça ? Tout à fait. Donc, voilà, on est dans une zone d'incertitude un peu par rapport à la pérennité du leasing social, dont l'État a fini par dire qu'il déciderait le moment venu de l'arrêter. Le bonus électrique 2024 qui est toujours pas défini. Donc c'est vrai que voilà, on est un peu dans une situation étonnante, pour pas dire étrange, sur le début de l'année. Le prochain véhicule, c'est un SUV. Toujours. Le marché veut toujours des SUV, des voitures lourdes, ça change rien. SUV, oui, mais là, c'est toujours aussi lourd. Oui, mais là, si ce n'est plus lourd quand c'est électrique. Là, on parle d'un petit véhicule, on va dire plus petit qu'un segment B, donc plus petit qu'une citadine, donc on parle vraiment d'un tout petit. Mais même si à Paris on va voter, alors pour ou contre les SUV pour cette taxe, quand vous garez, ça vous coûtera plus cher si vous êtes plus long. Non, ça marchera toujours aussi bien les SUV. Non, mais en fait, la problématique, c'est notre rôle à nous, c'est de nous adapter à la demande, à ce que les clients veulent. C'est un premier élément. De manière globale, parce qu'on est un constructeur mondial, la demande elle est plutôt orientée sur ce type de produit. Donc on fabrique aussi ces éléments-là. Maintenant, la question, je ne veux pas polémiquer avec la maire de Paris, mais c'est quoi un SUV je veux dire, c'est toujours le même débat, mais je veux dire, voilà, c'est globalement la volonté de la ville de Paris, c'est pas tant les SUV, c'est plutôt d'essayer de repousser les véhicules hors de la ville. Je veux dire, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a des alternatives de transport public, mais la réalité des choses, c'est pas tant de vouloir booter les SUV hors de Paris que de booter la voiture hors de Paris dans les faits, dans la manière dont aujourd'hui la politique de la ville est gérée. Mais voilà, c'est des choix. Les Parisiens vont s'exprimer. Je les laisse choisir comment ils souhaitent vivre dans Paris. On pourrait demander le chiffre et Marc Fiorentino demain pour ou contre les SUV à Paris. C'est un beau début de débat demain à 8h30. Merci en tout cas Lionel French-Kio d'avoir été avec nous ce matin, président de Hyundai Motor France.